entrer dans une analyse de ce qu'on pourrait appeler l'œil académique. Cette formule étant une transposition de la formule qu'employait Baxandal dans son très beau livre L'œil de Quattrocento, et Baxandal dans ce livre exemplaire essaie de reconstituer le point de vue et la vision des spectateurs de Quattrocento, avec à partir d'une analyse fondée à la fois sur l'analyse des œuvres et sur l'analyse de l'environnement des œuvres, par exemple les sermons d'époque ou l'évidence, autant de choses qui ne sont pas à première vue présentes dans le tableau. Alors, pour comprendre l'art académique d'une manière qui ne soit pas, qui soit aussi peu que possible biaisée par notre regard, par le regard que nous portons sur lui, c'est-à-dire par la vision du monde, la vision de la peinture, qui a été en partie le produit de la révolution opérée par Manet et les impressionnistes. Il faut, me semble-t-il, revenir à la fois au contexte et au texte, le contexte étant essentiellement constitué par l'institution académique. L'institution académique comme institution universitaire, et la thèse que je soutiendrai, c'est que l'art pompier est un art académique tel qu'on peut pratiquement le déduire d'une analyse du fonctionnement de l'institution académique. Et cet art pompier, en tant qu'art académique, présente des caractéristiques invariantes de toutes les productions produites par un corps académique. Le mot corps est extrêmement important. Par un corps universitaire, il y a donc des propriétés invariantes. Autrement dit, analyser l'art pompier, selon le mode de pensée que j'applique, c'est aussi analyser la pensée académique. Là, on est dans le problème de la réflexivité. On peut se servir d'une analyse de l'art pompier pour mieux comprendre la pensée académique, à condition, évidemment, de mettre la pensée académique en jeu d'emblée dans l'analyse, c'est-à-dire de ne pas s'exclure en tant qu'homo academicus de l'analyse que l'on fait d'une production académique. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, je pense que j'ai lu à peu près la littérature sur la question, cette thèse élémentaire, qui me semble-t-il vous paraîtra évidente, n'a jamais été clairement reprise, sauf, comme je l'ai dit la dernière fois, par Thuillier, mais comme je l'ai dit aussi la dernière fois, Thuillier se sert de son intuition du monde académique, tel qu'il l'a connu, c'est-à-dire des classes préparatoires aux grandes écoles, pour analyser les ateliers, leur fonctionnement, mais il ne procède pas à une analyse de l'instrument d'analyse et il se sert au fond d'une expérience naïve, indigène, comme analyseur, sans analyser cette expérience qu'il utilise comme instrument d'analyse. Alors, on pourrait, et ça a été beaucoup fait, rapporter l'art pompier aux conditions sociales objectives. Et c'est à ça souvent qu'on assimile la sociologie de l'art, je répète inlassablement ce que je veux dire, parce que c'est la chose la plus difficile, la plus incomprise dans le travail que j'essaie de faire à propos de tous les univers de production culturelle. Il s'agit de l'univers du droit, de l'art, de la littérature, etc. Dans tous les cas, il me semble qu'il faut chercher le principe d'explication et de compréhension des productions de ce type, non pas dans le monde social, dans son ensemble, qu'on fait certaines traditions marxistes, Foucault, chez Goldman, etc., mais dans l'univers relativement autonome des producteurs, dans ce monde social, ce microcosme social
qu'est le champ littéraire, le champ artistique, etc., et dans le cas particulier, le monde académique. Donc, c'est dans une analyse du monde académique qu'on trouvera la vraie explication. Cela dit, il est certain qu'on peut comprendre un certain nombre de fonctions de l'art académique dans la mise en relation avec le contexte social, parce que l'on considère comme l'analyse sociologique comme typique de l'analyse sociologique des productions culturelles. On va dire donc que la valorisation de l'art académique telle qu'elle s'instaure après la Révolution et l'Empire, cette valorisation s'inscrit dans une entreprise de restauration culturelle par laquelle, après les crises de la Révolution et de l'Empire, des régimes politiques en quête de légitimité visent à rétablir un contrôle central sur la production culturelle et artistique par le retour à des normes classiques rigides et d'une part, et d'autre part, vise à créer une élite détentrice de la légitimité statutaire en matière d'art. C'est-à-dire qu'il y a dans la restauration de l'art académique une intention quasi explicite du corps social ou de ceux qui le dirigent de restaurer un art d'ordre dans une entreprise de maintien de l'ordre symbolique. Donc cet art naît pendant la Révolution avec David qui le tenait d'enseignement de Rome, ajusté au goût des nouvelles couches issues de la Révolution de l'Empire. L'art académique s'est défini d'emblée contre l'art aristocratique du XVIIIe siècle. Ça a été beaucoup remarqué. Cet art aristocratique du XVIIIe siècle est tenu en suspicion pour des raisons autant morales qu'esthétiques, et le retour aux normes de représentabilité dites classiques, ce retour, cette restauration d'une continuité avec l'art académique par-delà la culture du XVIIIe siècle a une fonction sociale donc alors très vite, le statut fait à la peinture du XVIIIe siècle, là je vous renverrai aux travaux de Haskell, Francis Haskell, son très beau livre, je crois que c'est traduit en français, Registre d'art, redécouverte dans l'art. C'est une sorte d'histoire sociale de l'art, de Francis Haskell, qui parut à Londres en 1976, dans cette histoire sociale du goût, tel qu'il se révèle à travers la peinture elle-même. Haskell rappelle que le statut de la peinture, Haskell s'écrit H-A-S-K-E-2-L, Francis Haskell. Donc, dans son histoire sociale du goût, Haskell insiste sur le fait qu'au début du XIXe siècle, la peinture du XVIIIe siècle a cessé d'être recherchée pour elle-même. Et pour en donner un indice, dans le Prix d'Alphonse, le roman de Balzac, le Prix d'Alphonse fait un cadeau, offre un éventail peint par bateau, et il ne suscite que de l'indifférence de la part de ses hôtes, de ces bourgeois, qui ignorent jusqu'au nom du peintre. Et la peinture du XVIIIe siècle sera réhabilitée, pas par les peintres, mais aussi par un certain nombre d'artistes comme les Goncourt, qui affrontent le mépris dont la peinture du XVIIIe siècle est entourée, parce qu'elle menace les principes de l'ordre académique. Et par exemple, on voit, comme le montre Haskell, que la côte de bateau remonte à la monarchie du Juillet, parce qu'on y voit un ancêtre supposé de la croix et des romantiques, ce qui du même coup vaut à cette peinture le mépris de l'ordre académique, qui voit une menace pour l'ordre académique et politique. Donc la peinture du XVIIe siècle était plutôt le fait des aristocrates que des nouveaux riches bourgeois, de la nouvelle bourgeoisie, et de façon très générale, je suis toujours ici Haskell,
et aussi d'autres auteurs comme Rosenblum. Rosenblum, je ne sais plus son initial secrétaire, O-S-N-B-L-U-M, la peinture sur le consulat et l'Empire, dans un livre intitulé De David de Lacroix, la peinture française de 1774-1830, Paris, édition des musées, 1974. Bon, Rosenblum insiste, confirme tout à fait ce que dit Haskell. Et donc les canons classiques sont restés si puissants, en partie grâce à la restauration académique, que l'art hollandais, par exemple, reste vu au travers des nombres de perceptions académiques et, comme le rappelle encore Haskell, page 61-83 du livre que je viens de citer, cet attachement au canon académique empêche de percevoir la continuité entre Husserl et Rousseau-Corot, qui nous paraît relativement évident. Et de la même façon, pour citer un autre grand commentateur qui a fait des livres chronologiques extraordinaires sur Manet, je vous en ai parlé, Michael Fried, F-R-I-E-D, a écrit un livre qui s'appelle Absorption Calibi, a écrit un livre sur l'intériorité de la peinture du XVIIIe siècle, la peinture de l'intériorité, des personnages en train de lire, on a toute une sorte d'exégèse de la peinture du XVIIIe siècle qui, si elle est vraie, explique aussi la résistance des amateurs de peinture pompier, qui est tout le contraire. Dans l'une est intérieure, dans l'autre est extérieure, dans l'une est intimiste, dans l'autre est théâtrale, etc. Voilà. Donc, cette peinture du XVIIIe siècle est abandonnée aux aristocrates et au contraire, la peinture du pompier est soutenue par la bourgeoisie et de transitation. Donc on a insisté sur le fait qu'il y a un champ autonome. Ce n'est pas dire, ces champs sont toujours relativement autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont complètement indépendants des conditions économiques et sociales de leur production et de leur réception. Cet art pompier est soutenu de manière très directe par les dirigeants de la banque, de l'industrie et de l'État, qui sont parmi les gros acheteurs de peinture pompier, et leur clientèle fortunée contribue à expliquer une des caractéristiques extraordinaires de cette peinture, ce sont les coûts extraordinaires auxquels elle atteint. Donc, il y a, on ne peut pas nier qu'il y ait une influence directe de cette bourgeoisie sur le salon, où les goûts de ces bourgeois sont connus, puisque les tableaux qu'ils avaient achetés étaient exposés avec leur nom. Ce qui était important, c'était de la conspicuous consent typique, et acheter un tableau, c'était faire savoir qu'on l'avait acheté, en autre chose, en les exposant avec le nom de l'acheteur. Mais aujourd'hui, ça se pratique toujours. Les grandes ventes sont annoncées nominalement. Voilà. Donc, en dépit de tout ce que je viens de dire, s'il est vrai donc que l'art académique répond en quelque sorte aux attentes d'une bourgeoisie, de nouveaux riches, etc., s'il est certain qu'elle a un soutien, il n'en reste pas moins que on ne peut pas comprendre son esthétique. On va comprendre son esthétique, qui est en fait une éthique, comme toutes les esthétiques, sans se référer à l'institution à l'intérieur de laquelle elle est produite. Et on pourrait dire, donc, c'est dans l'institution académique et dans la logique de son fonctionnement que réside le véritable principe de l'esthétique académique. Au point que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait déduire cette esthétique de la logique du fonctionnement académique, et c'est ce que je vais essayer de faire. Bon. Oui, alors cette esthétique, il faudrait en faire la généalogie historique, et là je vous citerai un article de Joseph Yurt. Est-ce que je vais trouver cette référence?
Joseph Young a fait un papier, oui c'est ça, intitulé La peinture et le paradigme littéraire au XVIIe siècle, dans Papers on French 17th Century Literature, volume 19, numéro 26, 1987, page 62-81, où il montre, je rappelle très vite sa thèse, que l'esthétique académique est une esthétique normative et qui entend fonder en raison non seulement des règles d'exécution, mais la conception même de l'œuvre. Et cette esthétique, donc, normative, s'inscrit dans le prolongement de la tradition théorique de l'Académie royale de peinture et de sculpture fondée en 1648 et refondée en laquelle Jacques disait tout à l'heure. Donc, cette Académie royale de peinture, au nom d'une vision strictement hiérarchique, alors cette idée hiérarchique est extrêmement importante, du système des arts, tire de la littérature et plus précisément, ça je crois c'est l'accord très important de l'article de Joseph Young, qui est un historien de la littérature, qui donc a regardé la peinture à partir du point de vue de la littérature, et ça c'est extrêmement important pour une peinture littéraire. Dans beaucoup de cas, les interprétations sont rendues difficiles par la division en disciplines. Il y a des foules de cas, en particulier la Révolution de Manet, où on ne peut pas comprendre si on reste dans les limites d'un champ, dans les jours où c'est par la collaboration entre les champs que s'élabore, par exemple, la Révolution Manet, ou par la mise en relation du champ littéraire et du champ esthétique, on peut découvrir les principes de construction et de perception des œuvres académiques. Donc, cette esthétique académique, selon Joseph Young, s'enracine dans une poétique du drame, c'est-à-dire qu'elle prend ses critères d'interprétation et d'évaluation dans la poétique du drame, avec des critères comme la vraisemblance et l'unité d'action. Et il y a toujours la théâtralité, je vous parlerai ici le temps très brièvement d'un tableau de Gérôme qui paraît très typique, un tableau de peinture d'histoire, qui s'appelle Les Nuances grises, qui est typiquement une scène de théâtre peintre. Et on rencontre ensuite une des choses que je vous avais dites, enfin, Manet, comme le disait Greenberg, rompt avec la sculpture, mais il rompt peut-être encore plus avec le théâtre. Il rompt avec le modelé, les volumes, etc., le relief, c'était à la sculpture, mais il rompt aussi avec le théâtre. Voilà. Alors, cette tradition de l'Académie met au-dessus de tout la grande peinture d'histoire, les thèmes antiques ou bibliques et la hiérarchie des œuvres correspondant à la hiérarchie des objets. Ce qui reste vrai grandement dans un art, encore aujourd'hui, dans un art comme la photographie. Et la photographie a eu beaucoup de mal à constituer une esthétique telle que la valeur d'une œuvre ne soit pas proportionnée à la valeur des objets représentés. Voilà. Alors, donc, cette généalogie historique dans le tendon que propose Young est importante. Surtout, je crois, à travers le thème théâtral. Mais l'Académie de peinture et de sculpture, dans sa forme moderne, fondée en 1816, est une émanation, c'est une institution de consécration, mais qui se prolonge dans une institution pédagogique. Autrement dit, l'école des beaux-arts et l'Académie de Rome sont très rapidement tombés sous la coupe de l'Académie. L'Académie n'étant plus, c'est comme si aujourd'hui le Collège de France, la Sorbonne, etc., dépendaient de l'Académie, comme si les membres de l'Académie étaient eo ipso professeurs, desservaient des titres, tenaient des écoles, étaient professeurs dans les cailles, en tout cas, voilà. Donc c'était une institution complètement intégrée. Et voilà, en gros j'ai dit l'essentiel, donc l'institution académique se prolongeait dans une instance pédagogique et plus encore dans une instance, on pourrait dire, commerciale, ce qui est très important, dans la
mesure où le salon n'était pas simplement un lieu de consécration, mais aussi un lieu de consécration vente. Et c'est une sorte de système soviétique, enfin, je veux dire, un système totalement intégré, où les maîtres contrôlent toute la logique de l'appareil de production, voilà, depuis la conception à travers le système scolaire, les programmes, les manuels d'école, etc. Bon, malheureusement, dans mon travail, c'est une grosse lacune de mon travail, mais enfin, je n'ai pas pu étudier encore les manuels qui étaient utilisés dans les écoles, je n'ai plus de connaissances. Et je regrette parce que je pense que beaucoup des choses que je vous dis, que je vais vous dire, ont été précisées et raffinées par l'analyse du contenu. Enfin, j'ai un peu idée de seconde main de ce qu'ils contiennent, mais je ne les ai pas physiquement manipulés. Bon. Alors, cette institution donc, académique intégrée consiste, enfin, ce fonctionnement de cette institution consiste en une série continue de concours couronnés par des récompenses honorifiques, dont le plus important est le concours annuel du Grand Prix, qui assure au premier Grand Prix un séjour à la Villa Médicis. Donc, la logique du concours qu'on connaît bien commande tout le système, et du même coup, on retrouve tous les traits des systèmes produits par des corps et destinés à reproduire des corps, comme des systèmes de classe préparatoire. Donc, bon, l'analogie dont je vous ai la référence de pilier, on retrouve un certain nombre de propriétés fondamentales. Par exemple, la docilité extraordinaire que suppose et renforce chez les élèves la compétition, les attentes forcenées qu'elle inspire. Bon, la dépendance infantilisante dans laquelle sont tenus les élèves à l'égard des maîtres, c'est le premier grand caractère. Deuxième, c'est la normalisation, ça j'y reviendrai, la normalisation de la production, c'est une production que la formation collective en atelier, les rites d'institution, etc., les hiérarchies liées à l'ancienneté et à la compétence, le cursus aux étapes et aux programmes complètement organisés, tout conduit à faire des hommes normalisés. C'est toujours le texte de Thomas Bernard à propos des professeurs. On peut y penser. Thomas Bernard disait que les professeurs sont des hommes normaux normalisés, au sens standardisé, et produisant des produits standardisés, des produits standards. Tout ça est ainsi. Voilà. Alors, là très vite, bon, le temps passe tellement vite. Je voudrais vous évoquer un certain nombre de choses sur le fonctionnement des ateliers, grâce à un livre que j'ai évoqué la dernière fois, qu'est-ce que j'ai dit de l'auteur, j'ai évoqué la dernière fois, non, je ne l'ai pas. Enfin, je le retrouve. Oui, le titre du livre, c'est The Studios of Paris, les ateliers de Paris, la capitale des arts à la fin du XIXe siècle, New Haven, Yale University Press, 1990. Alors ce livre, qui est assez anecdotique et décousu, fournit un ensemble de traits descriptifs extrêmement intéressants qui sont pris dans des mémoires d'élèves essentiellement, et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il exploite des mémoires d'élèves anglo-saxons. Les propriétés de Paris à l'époque étaient qu'étant capitale des arts, il y avait dans les ateliers une proportion très importante d'élèves étrangers. Et cet auteur, dont j'espère que je retrouverai le nom, a exploité des mémoires, on voit les rites d'initiation, les rites de passage, etc. Alors je vous évoque très vite. J'évoque très vite les caractéristiques de cet enseignement. Donc, comme dans toutes les institutions totales, selon le langage de Goffman, les classes préparatoires sont des institutions totales typiques, comme la caserne, la prison, etc.
Comme dans la plupart des fonds totales, le nouveau est soumis à des rites initiatiques. Il doit payer ce qu'on appelle le bienvenu, c'est-à-dire des boissons accompagnées de brioches. Les élèves sont par classe entre 18 et 25 dans l'académie Julian, sur laquelle s'est concentré les studios de Paris. L'académie de Julian comportait entre 15 et 25 élèves, ce qui a des conséquences importantes, qui travaillent du matin 9h ou 8h jusqu'à 16h, ce qui est aussi une caractéristique de l'institution totale du type scolaire. On travaille très intense, à des exercices typiquement scolaires. Tous les élèves sont placés selon des rangs hiérarchiques. C'est important que le massier, qui est un élève élu par les autres élèves, choisit le point de vue qu'il préfère. Donc les élèves votent pour choisir la pose qu'ils demandent au modèle. Le massier choisit le point de vue qu'il préfère, et chacun ensuite prend sur le modèle, qui peut être une place ou un modèle vivant. Il choisit en fonction de son rang dans les épreuves au concours. Et alors ce qui est important, c'est que, comme dans les classes préparatoires, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les souvenirs de Tullier, la hiérarchie est présente à tous les instants. Par exemple, là, la distance au modèle est une retraduction du ranking dans les épreuves de la semaine antérieure. Alors évidemment, le rappel de la hiérarchie est un rappel permanent à l'émulation. Par exemple, les grands patrons de l'époque, les grands patrons, Jérôme, Gonat, Gustave Moreau, Bougreau, etc., passent régulièrement dans les ateliers. On a des tas de caricatures où on les voit en train de discuter avec l'élève. Parfois, ils s'assoient à la place de l'élève, prennent sa place et retouchent l'heure, donnent des conseils, etc. Et les conseils sont extrêmement importants, j'y reviendrai. On sait des choses, ce sont des gens très bien mis, etc. L'antithèse absolue du rappel Bohème. Ils sont, par exemple, parmi les conseils que donnait Jérôme, il y avait l'impératif de propreté. Il faut nettoyer le pinceau très soigneusement, il ne faut pas gaspiller la peinture, enfin, bon, des choses qui sont très importantes. S'il est vrai, comme je le disais en commençant, que l'esthétique a quelque chose à voir avec l'éthique. Il y a une éthique de l'économie, de l'épargne, de la rigueur, de la propreté, et en particulier la propreté étant connotée à la fois sexuellement et éthiquement. En particulier les peintures des impressions de Manet sont considérées comme ça, faciles, comme on dit facile, une femme facile, elles sont faciles, donc corrompues, manquant essentiellement à l'esthétique. Voilà, alors Georges Moreau, qui est un écrivain qui a commencé sa carrière comme rappeur à Paris, ayant évoqué tout ça, dit à peu près, après 2 années, ils peignaient tous, et dessinaient tous de la même manière. Chacun avait cette basse exécution, ils appellent ça exécution, vous avez un mot extrêmement important. Ils appellent ça exécution, en français, la peinture au premier coup. Autrement dit, il insiste sur l'homogénéité, la standardisation, et cette standardisation, il la réfère à l'exécution. Bon, portrait de Jérôme, très vite. Jérôme était toujours scrupuleusement ponctuel. Ce qui est la position de la vie d'artiste, c'est le flou temporel, c'est une propriété. La bohème, c'est l'inversion des rythmes temporels. Les bohèmes vivent pendant que les bourgeois dorment. La vie de l'artiste. Jérôme était toujours très ponctuel. Il arrivait pendant 25 ans, 29 ans, il est arrivé toujours à la même heure dans les ateliers qu'il visitait. Il était très exigeant. Il a attiré plus de respect que l'affection, entre guillemets. Il était enclin à traiter de la même façon tous les élèves, mais c'était fait
tout en une propriété de l'enseignement dit républicain, c'est un mélange d'égalitarisme et d'aristocratie. Tous égaux, mais constamment rappelés à leur inégalité. Et d'autant plus absolument inégaux qu'ils sont plus absolument traités comme égaux. Donc ça, c'est tout fondamentaux des enseignements d'élite à la française. Bon, oui, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? J'essaie de vous donner la substance du livre, mais qui vraiment mérite d'être lu, c'est très long, tout ça. Oui, alors, sur le bizutage, il y a des foules de choses. Le bizutage, bizarrement, moi je peux raconter cette anecdote qui est prise dans mes souvenirs de bizutage de grande école. J'étais bizuté par Poujade, qui était actuellement le maître de je ne sais pas où, et qui m'avait donné comme sujet de réflexion monade et limonade. Ça c'est typiquement classe préparatoire. Alors les peintres faisaient des combats à l'épée dans lesquels les armes étaient des pinceaux. Et il y avait donc un pinceau bleu, un pinceau rouge, et on comptait le nombre de coups, de couleurs. Alors ces brimades n'étaient pas toujours aussi raffinées et intelligentes, peut-être une violence extraordinaire. Et ça a une certaine importance. Elle était très inégalement supportée du point de vue de l'origine sociale des élèves. Alors là, j'ai Basile, par exemple, bourgeois de Nîmes, protestant, a très mal supporté, Manet a très mal supporté, en particulier le côté grossier, obscène de ces brimades, qui a une fonction, qui se retrouve toujours dans tous les bizutage, de ce type, qui a une fonction de ramener le nouveau présomptueux et prétentieux à l'universalité des mêmes conditions. Et le rappel de la sexualité, c'est une de ses fonctions, c'est montrer que tout n'est que, etc. Voilà. Alors, ce qui est, enfin, bon, ça serait trop, on s'adresse à ça mériterait. Voilà. Bon, il y aurait encore beaucoup à dire, mais l'atmosphère de l'atelier, donc, est génératrice d'une anxiété extraordinaire, comme toutes les entreprises soumises aux impératifs de compétition permanente. C'est une sorte de création continuée d'anxiété qui trouve sans cesse son renforcement dans son assouplissement. Si on est premier, il faut donner la première place, si on est second, il faut donner la première. C'est un système forcené, en un sens forcené. Et alors ce qui est important, c'est que c'est fait partie de ces systèmes que rétrospectivement les gens adorent, sauf quelques exceptions. D'où le rapport malheureux, scientifiquement malheureux, à ces systèmes lorsqu'on essaie de les utiliser comme instrument d'analyse. Bon. Donc, oui, alors ça c'est une chose qui est assez connue, c'est à la fois par l'anthropologie et par la psychologie. Paradoxalement, plus une épreuve initiatique est vue, plus les souvenirs sont heureux. Et plus ça a été testé empiriquement, plus l'adhésion au corps est considérable, et plus les souvenirs sont heureux. Bon, alors cette compétition forcenée qui ne marche qu'avec la collaboration de ceux qui subissent l'oppression, c'est un exemple typique de violence symbolique. Les gens sont brimés, ils en demandent, et ils collaborent en quelque sorte le cœur content à des épreuves qui sont censées les transfigurer. Et ils se vivent comme transfigurés. Bon, ce que je dis là sur une conclusion très générale, si ça vous intéresse, vous pouvez vous reporter à la Nouvelle d'État, où j'ai fait un dépouillement systématique à l'époque où j'étais au GIP, il y a une dizaine d'années, de tous les travaux qui ont été faits sur les écoles d'élite dans des systèmes plus différents. En Birmanie, en Chine, etc. Dans l'enseignement mandarinal, d'où est venu le modèle des concours à la française, avec toutes les propriétés que je vais décrire à propos de l'enfermement dans des loges, etc., que je décris à propos de l'enseignement des beaux-arts. Donc
ces écoles d'élite qui sont destinées à faire des hommes nouveaux, des hommes transfigurés, des hommes transformés par l'épreuve et surtout par la séparation que produit cette épreuve entre ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, ceux qui ont fait l'école de Rome, ceux qui n'ont pas fait. Ces enseignements mobilisent des ressorts très archaïques. Les rituels de visitage sont intéressants parce que ils font voir, mais en fait, en même temps, ils cachent les rituels de visitage sur lesquels on attire son attention, masquent que c'est l'ensemble de l'institution qui est elle-même un rituel d'initiation. C'est l'épreuve de latin, l'épreuve de grec, c'est l'épreuve d'histoire, c'est la visite du maître, etc. Bon. Alors, une des fonctions, un des effets de cet enseignement, c'est de produire une adhésion totale, à l'institution totale, avec des conséquences, même qu'en Chine, les concours de mandarin se sont très souvent pour les suicides. De même, chez les aspirants artistes et chez les rapins, il y avait de nombreux suicides. Alors aussi toujours l'exemple du peintre Jules Sapfel, un nom imprononçable, qui se suicide, mais en disant « les membres du jury me refusent, donc je n'ai pas de talent ». C'est une splendide, si vous voulez, formule. Il y a encore aujourd'hui parmi nous des gens qui n'en finissent pas de liquider l'échec au concours. Je pense que pour le principe explicatif des stratégies intellectuelles, c'est une des variables déterminantes. Les gens qui font semblant d'être dans une mission de parole, ou qui passent leur vie à rattraper pour eux-mêmes, pour les autres, un échec insurmontable. Toutes ces choses qui paraissent pathologiques sont socialement instituées et organisées. C'est la pathologie sociale organisée. Voilà. Donc, je pense que c'est très important ce genre d'analyse pour comprendre des choses que l'on met à distance à propos des sociétés archaïques. Il est très important de récupérer l'expérience de ces institutions magiques, productrices de croyances magiques et fondées sur la croyance magique dans la coupure magique entre les reçus et les collés. Par exemple, il y a toute une monographie à faire sur le mythe du premier collet. Il y a le nombre incroyable de premiers collets. Tout ça est très important pour comprendre que dans ces institutions rationnelles, où on fournit des élites rationnelles, des énarques, des cliniciens, etc., toutes ces institutions reposent sur la magie.